Bonjour à tous déjà. En fait, beaucoup de choses dans ce métier se font par hasard, rencontre et aussi beaucoup de chance. Moi, je vivais dans le 93, j'avais des parents fonctionnaires, donc rien ne me prédisposait à faire du cinéma. J'avais même pas, quand j'étais gamin, je me disais même pas je vais être réalisateur ou acteur ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc qui était limite interdit en termes de prospection. De perspective. Et un jour, j'avais fait un parcours assez commun de prépa HEC, un peu par hasard. Et je devais passer un entretien, un faux entretien pour des écoles de commerce. Et lors de l'entretien, on me demande ce que je veux faire à la sortie de l'école. Et ne sachant pas quoi dire, aimant le cinéma, mais comme n'importe quel adolescent, j'ai dit producteur, parce que j'allais pas dire réalisateur, ça aurait été un peu bizarre en étant en école de commerce. J'ai dit producteur, mais sachant pas du tout ce que ça voulait dire. Et en sortant de l'entretien, je suis allé à la bibliothèque regarder, parce qu'à l'époque on n'avait pas sur internet, je suis allé regarder ce que ça voulait dire producteur, et j'ai vu producteur délégué, directeur de production, producteur exécutif, tout ça c'était un peu flou. Et j'ai commencé à m'enseigner là-dessus, j'avais 17 ans, et la passion en fait est née de ce moment où j'ai dû inventer une envie un désir professionnel. Une journée type, ça va être négocier des contrats avec des agents, que ce soit des contrats d'auteurs ou d'acteurs. Le producteur négocie en général les acteurs principaux et c'est le directeur de production qui négocie les autres acteurs. Ça va être aller à une projection de montage et ensuite faire des commentaires. Ça va être faire une réunion d'écriture, quelles que soient les différentes étapes de l'écriture, et faire mes commentaires. Ça va être regarder des bandes annonces, parce que je trouve que c'est très important de voir tout ce qui se fait et ce qui arrive sur le marché et ce qui va être nos concurrents par rapport à la sortie d'un film. Ça va être lire le film français, qui est l'ouvrage professionnel, enfin le magazine professionnel. Et c'est très important, je dis ça pour vous aussi, d'avoir l'information. Je trouve que l'information dans le cinéma est quand même quelque chose de fondamental, de savoir ce qui se fait, qui est qui, quels sont les films en tournage, si vous voulez postuler pour des stages. Mais surtout aussi, avoir le pouls de ce métier, c'est sentir, en fonction du projet, combien d'entrées il fait à 14 heures, combien d'entrées il fait le premier jour, combien d'entrées il fait en province par rapport à Paris, pour voir vraiment quelles sont un peu les attentes des gens. Mais ça, c'est vraiment fondamental en tant que producteur, mais même en tant que réalisateur, je trouve que c'est important aussi. Parce que les réalisateurs ne peuvent pas être déconnectés du marché. Ou sinon, à moins d'être un réalisateur maudit qui fait le truc dans son coin et qui ne comprend pas pourquoi son film ne se fait jamais. Voilà. Mais c'est important de sentir vraiment... alors, il ne faut pas être contraint par ça, puisque un réalisateur reste un artiste et il doit imposer aussi sa vision au marché. Mais quand même, c'est un peu important quand même de savoir en fonction de son écrit et le coût de son film, de savoir dans quelles contraintes on va être. Il y a du cinéma de genre, bien sûr, aux États-Unis, il y a du cinéma de genre en Corée, au Japon, en Espagne. Enfin, il y a des pays qui ont une tradition du cinéma de genre. Il se trouve que nous, si on creuse, on n'en trouve pas des masses. On trouve des films un peu poétiques, films de francs-jus, des choses comme ça, mais finalement du cinéma de genre ludique, vraiment entertainment, il y en a pas des masses. Et du coup, on essaie de créer cette culture, puisqu'il y a beaucoup de fans de genre, mais on n'a pas vraiment réussi à... Je pense qu'on est un peu plus pragmatique en France, plus proche du réel, et que c'est pas évident. Enfin, aux États-Unis, un mec qui vole dans le ciel, c'est un super-héros, c'est normal. En France, un mec avec une cape, c'est un fou. Enfin, il y a un truc qui est pas du tout dans notre culture d'admettre des choses surnaturelles. Enfin, je trouve. Et le public, il y a deux publics. Il y a un public qui à l'époque lisait Starfix, Mad Movies, Écran Fantastique, un public de cinéphiles de genre. Et il y a le public teenager qui va voir des films le samedi soir en bande. C'est pas exactement le même public. Et nous, nos films s'adressaient plus au public d'Écran Fantastique, qui est un public finalement assez restreint. C'est 50 000 à 100 000 personnes. Et du coup, c'est pas suffisant pour financer un film et d'avoir un minimum d'un distributeur pour pouvoir avoir une partie du financement. Donc du coup, on se retrouve, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire le film finalement avec l'argent de Canal+, un tout petit MG international, mais pas suffisamment d'argent pour avoir des films qui soient spectaculaires et qui permettent de capter aussi des talents, que ce soit des acteurs ou des meilleurs scénaristes.
Donc je pense que le genre en France faisant pas vraiment partie de notre culture. En Espagne, par exemple, il y a des films de genre qui vont faire des énormes succès, 2-3 millions d'entrées, et qui sont sélectionnés au Goya, qui est l'équivalent des Césars espagnols. En France, ça n'existe pas, ça. Et il y a des acteurs majeurs espagnols qui vont jouer dans ces films. Nous, on a du mal à capter des stars dans les films de genre. Donc c'est quand même un constat d'échec, même si ces réalisateurs-là, derrière, ont été pas mal démarchés par Hollywood, pour d'autres types de films. Voilà. Et donc moi, j'ai un peu fait un virage à ce moment-là, du cinéma de genre pur, mais vraiment au premier degré du genre, et voire série B, vers un cinéma de genre un peu plus mainstream, qui est le thriller, et qui peut un peu plus s'inscrire dans une tradition française. Donc du coup, c'est pour ça que les 3 derniers films trois films que j'ai produits chez Fidélité, qui ont une cohérence entre eux, c'est Anthony Zimmer, Le Serpent et Pour elle, qui sont 3 films de genre, mais dans lesquels on suit un personnage lambda qui va se retrouver dans une histoire un peu extraordinaire. Alors pour parler du développement justement à Fidélité, comment ça se passe concrètement, la lecture de scénario par exemple? Vous dites que vous avez été assiégé par plein de propositions, donc c'était vous lisiez tout ce qui arrivait, c'était votre fonction, ou est-ce qu'il y avait des lecteurs auxquels vous déléguiez, ou est-ce qu'il y avait, comment ça se passait concrètement? Alors la démarche déjà, c'est qu'on allait voir tous les agents de Paris. On avait fait un dossier, une sorte de bible sur cette collection qui s'appelait B-Movies, en expliquant vraiment un cahier des charges précis. À l'époque, donc comme je disais, Fidélité, c'était une toute petite boîte, donc on avait une certaine légitimité pour proposer quand même quelque chose qui soit petit budget, très encadré. Les auteurs étaient vraiment dans une enveloppe très modeste, mais avec à chaque fois une créativité contractuelle pour que si le film fonctionnait, tout le monde pouvait être content. Et tout. Donc on a rencontré tous les agents de Paris, et on a été pendant 2 ans, 3 ans rencontrer des scénaristes et des réalisateurs avec plein de synopsis. On nous envoyait pas des scénarios, on nous envoyait plutôt des synopsis, parce que c'est ce qu'on demandait. Et du coup, on faisait j'avais des classeurs horreur, des classeurs surnaturels, des classeurs comédie fantastique, western. Et ensuite, on allait voir tous les courts-métrages qui se faisaient dans ce genre-là à l'époque, que ce soit les festivals comme Clermont-Ferrand, Brest. Voilà. Donc on était un peu comme des têtes chercheuses dans la nature. Et on rencontrait des réalisateurs, on leur parlait des différents projets. En fait, ils avaient les catalogues, ils regardaient et ils choisissaient un peu ce qui pouvait leur plaire. Et ensuite, ils faisaient des rencontres, eux, avec les scénaristes. Et puis voilà, il y avait des affinités qui se créaient. Chez Fidélité, mais c'était suite à cette notion de collection qu'on avait mis en place, qu'on avait envie de continuer ce travail-là. On avait envie d'être proactif et d'aller en contact avec des scénaristes, avec les agents, pour susciter des projets de A à Z. C'est-à-dire d'aller voir des agents en disant: est-ce que vous avez des scénaristes intéressants à nous faire rencontrer? On rencontrait les gens. Et du coup, il n'y avait pas forcément une démarche vers des réalisateurs, mais vers des scénaristes. Et ça, c'était assez nouveau à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait des scénaristes qui d'un seul coup, se retrouvaient à écrire le scénario seul et pas accompagnés d'un réalisateur. Et en parallèle, on était aussi dans une logique de prendre des droits sur des romans, des idées, voire même, pourquoi pas, un film déjà existant, une pièce de théâtre, une BD. Donc d'être vraiment à la recherche de sujets pour les accompagner en écriture, avec ou sans un réalisateur. Donc ça, c'est une démarche de développement qui est assez nouvelle, qui existait beaucoup moins avant, et qui s'est répandue dans plein de boîtes, où maintenant, il y a, dans toutes les grosses boîtes de production, ils ont leur directeur du développement, ou en tout cas quelqu'un qui s'occupe de l'accueil des projets. Puisque ça, c'était aussi une autre facette du job, c'était tous les projets qu'on nous envoie, de les répertorier, de les mettre en lecture auprès de 4-5 lecteurs, et du coup d'essayer de trouver des pépites dans tout ça, ce qui ne m'est jamais arrivé en 10 ans de développement. C'est toujours difficile, les projets qui arrivent par la poste, où il y a un peu de tout et n'importe quoi. Moi, je vous conseillerais, si vous êtes scénariste ou réalisateur, de toujours passer par un intermédiaire, que ce soit un agent ou quelqu'un qui est proche du producteur, mais le tout venant de la poste n'est pas très très bien étudié, parce que ça va être juste une fiche de lecture qu'on va lire. Enfin bon, c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Donc voilà, il s'est créé un système de développement qui peut avoir plusieurs facettes. Donc comme je disais, ça peut être juste prendre les droits sur un projet et puis ensuite confier à un réalisateur qui va aller dans son coin et travailler.
Mais la plupart du temps, c'est pas trop comme ça que ça se passait chez Fidélité. C'était plutôt un accompagnement avec, si par exemple un auteur avait une idée, on lui disait, bah, écris-nous quelques pages là-dessus. Donc il écrit un synopsis de 4-5 pages. Si on était content du déroulé que pouvait avoir cette histoire, on lui signait une écriture. Et ensuite, il partait sur un traitement, une première version de scénario, une deuxième version, une troisième version, jusqu'à une version définitive. C'est un peu ça contractuellement. En général, dans un contrat d'écriture, c'est signature, traitement, V1, V2, V3, VDEF, premier jour de tournage. Et c'est important parce que, en fait, contractuellement, finalement, on définit aussi les étapes de cette écriture, mais aussi on crée une chaîne de droit. Parce que le producteur, finalement, un des points importants de son travail, c'est de donner un cadre légal pour qu'un film se fasse.